Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Renards du Soccer. Encore une fois, je suis rejoint par mon cher collègue Mathieu Lemay. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Eddie, salut à tous qui nous regardent en ce moment. Et bien évidemment, on a notre cher David Dixot derrière la caméra. On est là comme d'habitude pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on a décidé de revenir un peu à notre ancienne méthode. C'est sûr, il y aura toujours des épisodes spéciaux de temps en temps, mais notre méthode reste la même avec bien évidemment, on parle un peu de tout, bien évidemment de la MLS et d'autres choses qui se passent dans le monde du soccer. On commence en premier par la track de la semaine. Puis cette semaine, on a remarqué qu'il y a certaines équipes dont on parle un peu moins, dont nos fameux rivaux. Et puis, je pense que cette fois-ci, ça vaut vraiment la peine de parler des rivaux parce qu'ils ont perdu. Donc, on commence par le fameux match de Toronto face aux Timbers de Portland. Ça se jouait donc le samedi, le 27 avril. Et puis, Toronto s'est incliné à domicile pour une première fois, 2-1. Face aux Timbers de Portland, avec un excellent but de Bill Tuiloma, ancien Marseillais, et un but de Jérémy Ebobissé à la pointe de l'attaque. De l'autre côté, Toronto a marqué son but par l'intermédiaire de Jonathan Osorio sur un corner après une tête de Zavaleta, avec notre cher Laurent Simon qui était sur le banc pendant toute la rencontre. Tu as pensé quoi de ce match-là, Mathieu? En tout cas, je vois que ça te fait plaisir qu'un ancien Marseillais ait marqué un superbe but tout d'abord. Mais bon, bien évidemment. Ceux qui te connaissent maintenant, ils savent à quoi s'en tenir. Bref, moi je vais revenir un peu sur les Timbers parce qu'on en a beaucoup parlé. On en a parlé à la radio un petit peu ici avec Karim. Les Timbers ont, en comparaison de l'Impact de Montréal, ils commencent pratiquement tous leurs matchs cette saison à l'étranger. On en avait parlé d'ailleurs lorsqu'on a fait notre émission de pré-saison. Ils sont en train de rénover leur stade à Portland. Alors, ça veut dire qu'eux, ils vont avoir l'avantage de jouer à la maison toute la seconde moitié de saison ou presque. Ils ont connu un début difficile, bien évidemment, plus difficile que l'Impact. Ils ont commencé, je pense, avec 5 défaites et 1 match nul, si je ne me trompe pas. Et ensuite, ils ont enchaîné avec 2 victoires de suite, si on compte le match contre Toronto. Et je pense que la victoire contre Columbus, ça leur a donné un peu confiance. Et si on se rappelle bien, Toronto, ils avaient gagné 4-3 contre Minnesota, mais ça a été un match chaudement disputé où l'avance avait changé. Et on avait pu constater que Toronto s'affaiblait, je pense, cette saison. C'est vraiment au plan défensif. Et face à une équipe qui est très douée pour la contre-attaque, face à une équipe qui aime la possession comme le TFC, je pense que Portland a su tirer le meilleur, même en tirant de l'arrière. J'ai aimé le fait que ça leur a pris 2 minutes pour répliquer. Le but de Tuiloma est survenu 2 minutes après celui d'Osorio, qui était un but un peu étrange. Et ces 2 buts-là étaient sur corner, sur coup de pied arrêté. C'est assez intéressant à noter. Il y a eu d'autres chances, mais moi, je note aussi que Portland, Ebobissé, c'est un jeune joueur, c'est lui qu'on met en pointe. Et là, il y a des rumeurs voulant qu'à Portland se cherche un attaquant de pointe plus doué, mais là, Ebobissé a marqué le but vainqueur sur un centre de Blanco. Est-ce que Ebobissé voulait souligner l'attention à son entraîneur et à la direction pour dire je suis toujours dans l'équation? C'est pas impossible, surtout que c'était une belle reprise de volée de la tête. Alors, sur le centre de Blanco qui était bien visé. Je sais qu'on reproche à l'Impact de ne pas faire beaucoup de centres, mais on a vu que Blanco, ça a été très, très précis. Et on a vu justement la faiblesse défensive de Toronto sur cette séquence-là. Les 2 défenseurs étaient entre Ebobissé, mais il n'y en a pas un qui le couvrait adéquatement. Je veux dire, Mavinga, il y a un début de saison difficile. Morrow, c'est ça. Toute la défense, Mathieu, et c'est bien que tu le dises. Et en fait, même que Greg Vanney a décidé de changer un peu sa brigade défensive. Comme je l'ai dit, Laurent Simon était sur le banc. Donc, on voyait Zavaleta avec Mavinga en défense centrale. Puis, ça n'a pas donné grand-chose, en fait. Et il y a de gros trous dans cette défense-là et une grosse mésentente entre tous les défenseurs. C'est vraiment dommage. Pourtant, Toronto a quand même une très bonne fiche en début de saison. On ne s'attendait pas à Toronto, à voir Toronto aussi haut dans la conférence Est. Tout le monde pensait qu'ils allaient truster les dernières places de la conférence. En fait, non. Ça a beaucoup aidé le fait que Pozuelo a été signé. Matthias Van Halst l'avait dit au Renard du Soccer. Je pense que si vous allez revoir l'épisode de la saison 2 où on a reçu Matthias Van Halst, qui lui avait dit, c'était pas encore officiel que Pozuelo avait signé à Toronto, il avait dit, il y a des rumeurs comme quoi Pozuelo viendrait à Toronto. Puis si jamais il vient, il serait vraiment un des meilleurs joueurs de la MLS et puis un des prétendants au titre de meilleur joueur de la MLS. Et on le voit de combien il est bon, il est fort techniquement, ainsi de suite. C'est vrai. Et j'aimerais juste revenir par rapport à ça, par rapport à Pozuelo. Depuis qu'il est venu,
oui, il marque, il donne des passes décisives. Je n'ai pas le compte exact de ce qu'il a fait. Ben, si tu veux savoir, il en a eu à tous les matchs depuis son arrivée, sauf contre Portland. C'est la première fois qu'il était blanchi de la feuille de pointage. Exactement, tu as complètement raison. Et pourquoi ça? Parce que son compère, la personne avec qui il le combine le plus souvent, la personne pour qui il donne le plus de passes décisives et la personne qui lui donne le plus de passes décisives, c'est José Altidore, qui est encore une fois blessé. José Altidore, on connaît tous les problèmes de José Altidore depuis des années et des années. Ça a toujours été le même problème. Des problèmes malheureusement, il n'est jamais en forme, il n'est jamais capable de faire une saison complète, que ce soit en Europe quand il était en Europe, que ce soit aux États-Unis en MLS. Puis c'est la même chose. Est-ce que c'est un problème d'hygiène? Beaucoup disent que oui. En tout cas, dommage, parce qu'il aurait pu faire une carrière extraordinaire si jamais il n'avait pas eu cette blessure-là. Oui, l'an dernier, ça leur a fait mal. Et parce que Pozuelo, il faut savoir que son impact sur le jeu, c'est qu'on se dit, il remplaçait Giovinco, mais moi, je trouve qu'il remplace plus Vasquez, qui pour moi est une perte presque aussi grande pour C'est Toronto. un peu des deux, en fait. C'est un peu des deux parce qu'il est plus capable de finir aussi les actions, pas juste de les faire, pas juste d'être à l'origine. Oui, mais son positionnement sur le terrain, sa façon de voir le jeu, ça se rapproche beaucoup de Vasquez. Et l'année passée, quand Vasquez n'était pas là, ça a beaucoup paru pour le TFC parce que Giovinco, il a l'habitude de jouer aussi beaucoup plus en avant, même s'il pouvait distribuer le jeu. Cela dit, tu as raison, Altidore, l'année passée, lui aussi, il était blessé souvent. Ça se répète cette saison pour l'instant. Et tant qu'il va être sur la touche, Toronto, on parlait beaucoup de la profondeur l'année qu'ils ont remporté le titre, mais là, leurs attaquants, on se pose des petites questions. Oui, ils ont produit dans certains matchs, mais c'est pas constant. Mais pour moi, la clé, c'est défensivement. Ils ont perdu Haglund, qui quand même rendait de fiers services, surtout au niveau physique. Oui, mais c'est pas un titulaire en puissance non plus. Non, tu as raison, mais il peut dépanner. Et quand tu as des défenseurs sur le banc, parce que là, Drew Moore, il ne rajeunit pas, il faut le dire. Mais lui aussi, il est blessé. Mavinga, il avait connu une bonne première saison, mais là, on dirait qu'il y a beaucoup de défenseurs qui arrivent comme ça en MLS. Après une saison, des fois, la deuxième, elle est toujours un peu plus compliquée. Tu parlais de l'enracinement, c'est un peu comme ça aussi, on pourrait en nommer d'autres. Même à Portland, on se questionnait sur Laris Mabiala, mais bon, on l'a dit, Portland joue beaucoup à l'étranger, ça ne veut rien dire. Il va peut-être se replacer. Mais la deuxième saison, et souvent, on dirait que c'est compliqué en MLS pour beaucoup de défenseurs. Exactement. Et puis, j'aimerais parler un peu plus de Portland parce qu'on a parlé beaucoup de nos rivaux. On va parler un peu des Timbers. Il faut pas... je sais qu'on avait eu un épisode où on parlait de Portland et comme quoi on était vraiment étonnés de voir une équipe finaliste de la MLS l'année passée. Vraiment... Ils avaient vraiment très mal joué lors des 4-5 premiers matchs de la saison. Là, ils se reprennent. Ils sont sur 2 victoires de suite. Ils ont 7 points sur les 10 matchs à l'étranger. C'est difficile, oui, mais quand vous regardez le record de DC United l'année passée, qui lui aussi avait beaucoup de matchs à l'étranger, aussi, ils avaient 7 points après, à la fin de cette grosse séquence à l'étranger. Ils avaient 7 points, puis ils sont remontés. On connaît tous l'histoire de DC United. Donc, Portland, rien n'est perdu encore. Il ne faut pas oublier, je pense qu'ils ont encore 2 ou 3 matchs, minimum 2, maximum 3 matchs encore sur la route avant d'avoir leur premier match à domicile. Mais si jamais ils ont encore un match nul ou bien une victoire, ils seront quand même en bonne position pour remonter au classement, puis aller titiller les premières places. Les 3-4 premières places dans l'Ouest. Puis moi, je conclurais pour ajouter à ce que tu viens de dire. Diego Valeri, à l'image de Portland, il n'a pas encore démarré sa saison tout à fait. On ne parle pas beaucoup de lui, mais attention, avec Nacho Piatti, c'est un des meilleurs joueurs argentins offensifs de la MLS au moment où on se parle. Et quand la machine va démarrer dans son cas, Portland va se mettre, je pense, à accumuler les points. Et n'écartons pas, on l'a dit tantôt, ils sont peut-être en mode de recrutement pour améliorer leur effectif. Ils sont capables, ils ont les moyens de le faire sans nécessairement jeter leur argent par les fenêtres. Mais ils ont assez de flair, je pense, pour améliorer leur effectif. Si ça donne qu'ils vont trouver un bon joueur au moment où ils commencent à la maison, cette équipe-là va être à surveiller dans l'Ouest. Toujours à surveiller. Ils ne resteront pas sous la ligne rouge, je pense. Toujours à surveiller Portland. Et en fait, juste pour clôturer le tout, on n'oublie pas que le mercato d'hiver, on va l'appeler, il ferme ses portes le 7 mai. Donc, on a encore amplement le temps. On est encore maintenant le 1er mai. On est mercredi le 1er mai. Donc, il y a une semaine encore pour pouvoir régler ces affaires-là. Puis après, il y a une deuxième, le mercato d'été qui ouvre au mois de juillet.
qui aussi sera pour, je pense, 1 mois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est toujours 1 mois. C'est toujours 1 mois. Mais ils Donc, se là préparent aussi, il y a la déjà, section. quand il n'y a pas les signatures, le secteur, Exactement, il se tout prépare est en déjà. train de se préparer. Donc, c'est ça qui va faire clôturer notre premier segment, la track de la semaine. Comme vous allez voir sur les médias sociaux, nos segments sont maintenant séparés en 3 vidéos différentes pour offrir un peu plus de visibilité. J'espère que vous aimez ce nouveau format et que vous allez pouvoir voir tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on est capable de vous offrir. Donc, on va prendre quelques instants, puis vous allez voir, dans le prochain segment, on va parler de l'impact de Montréal.